Le premier tour des élections législatives en direct des circonscriptions. Élections législatives 2017 sur RCF. Erika Walter. Bienvenue dans cette émission spéciale consacrée aux élections législatives. Aujourd'hui, nous sommes à la salle des fêtes de Soyaux pour aller à la rencontre des candidats de la première circonscription de notre département. C'est donc le troisième débat dédié aux législatives sur l'antenne de RCF Charente. Mardi, nous étions en effet à Confolens et hier à Cognac. La première circonscription de Charente s'étend sur 22 communes, Angoulême et les alentours proches, de Balzac à Gara en passant par Veuilley-Giget ou encore Mornac. Et 15 femmes et hommes politiques se présentent comme candidats sur ce territoire pour devenir députés, femmes et hommes politiques ou d'ailleurs issus de la société civile. Pendant cette émission, différents sujets seront abordés, deux plutôt à dimension nationale, moralisation de la vie politique et libéralisation de l'économie et les réformes sociales, et d'autres plus à dimension locale, divorce entre les politiques et les citoyens et les rôles du député, et également développement économique, emploi et infrastructures concernant cette première circonscription de Charente. Dès maintenant dans cette émission, les candidats de la première circonscription vont donc pouvoir s'exprimer à travers 3 plateaux de 4 ou 3 candidats à chaque fois. Précisons en effet que Aline Blanchet-Mouquet pour Nouvelle Donne, Rodolphe Petit-Galant pour l'Alliance Royale, Clément Séjourné qui est sans étiquette et Odile Achard pour Europe Écologie Les Verts ne sont pas présents avec nous aujourd'hui et ne sont pas représentés. En fin d'émission, chaque candidat aura aussi 1 minute d'expression libre. Place donc au premier plateau avec 4 candidats pour commencer à répondre aux différentes questions. Avec nous, Olivier Nicolas pour Lutte ouvrière, Thomas Mesnier pour La République en marche, Djilali Merioua sans étiquette et Olivier Gallet pour l'Union des Patriotes. Premier thème abordé, celui qui paraît aujourd'hui, on va dire incontournable, la moralisation de la vie politique. Alors pour vous, très simplement, qu'est-ce qu'un homme ou une femme politique moralement correcte? Donc avec vous d'abord, Olivier Nicolas pour Lutte ouvrière. Oui, alors avant de répondre à votre question, il faut savoir de quoi on parle. On parle d'un projet de loi en fait sur la moralisation de la vie politique qui pour nous n'est qu'une mise en scène en fait pour tenter de redonner un peu de lustre à une classe politique qui est déconsidérée par l'exercice du pouvoir. Car de la gauche à l'extrême droite, en passant bien sûr par la droite, alors je peux citer les noms, c'est Cahuzac, c'est Thévenoud, c'est Marine Le Pen, c'est bien sûr Monsieur Fillon et même les nouveaux venus maintenant, Monsieur Ferrand. Tous ces gens utilisent des combines multiples et variées pour s'enrichir sur le dos de la collectivité. Et nous, on pense que cette corruption généralisée, il ne peut pas en être autrement dans cette société capitaliste, parce que justement, cette société capitaliste, elle est basée sur l'exploitation. Il faut savoir qu'en France, 21 milliardaires possèdent autant que les 25 millions de Français les plus pauvres. Ah. La France est un pays riche et pourtant des milliers de personnes vivent et parfois meurent dans la rue. Des centaines de milliers survivent avec des salaires et des pensions de retraite ou d'invalidité de 1 000, 900, 800 euros, parfois même moins. Alors que les politiciens qui défendent cette société profondément injuste et inégalitaire ne soient pas honnêtes, pour nous, ça n'a rien d'étonnant. Et parce qu'on pense que la corruption de ces politiciens, elle est à l'image de la société qu'ils servent. La moralisation de la vie politique, dans un système qui repose sur le vol et l'exploitation de la grande majorité de la population, c'est une mission impossible et même contre nature. Alors Olivier Nicolas, on va en rester là effectivement pour cette question qui vous était adressée. Même question Thomas Mesnier pour donc La République en marche. Pour vous, donc un homme ou une femme politique moralement correcte, qu'est-ce que c'est? Alors justement, puisque vous êtes dans ce mouvement La République en marche, dans le mouvement du président de la République qui porte cette réforme. Alors ça doit d'abord être un homme ou une femme politique sincère, intègre et exemplaire. On porte ce projet depuis l'existence, depuis la création d'En Marche. Moi, j'ai dès mon engagement et une fois investi, montré un casier judiciaire vierge. Et on se doit, aussi bien à la vie civile dans ma profession à l'hôpital que dans l'engagement politique, d'être intègre et de respecter les règles d'intégrité, de probité de la société. Nous, à En Marche, on porte un véritable projet de moralisation politique pour redonner de la confiance entre les citoyens et les élus. Et c'est un projet de loi qui a été présenté là tout récemment et qui sera le premier à être voté par la nouvelle Assemblée dont j'aspire à faire partie, qui voudra mettre fin au cumul des mandats dans le temps, arrêter d'avoir un mandat exécutif pour les ministres ou les parlementaires,
stopper les liens de parenté entre les parlementaires et leurs assistants, etc., etc. Vous avez redonné là l'essentiel, Thomas Mesnier, pour La République En Marche, effectivement, de ce projet de loi. Djilali Merioua, sans étiquette, donc, quel regard sur le profil d'une femme politique ou d'un homme politique moralement correct ? Alors avant tout, c'est une analyse de la société. Je pense qu'aujourd'hui, les gens, ils ont besoin de beaucoup de transparence. Il faut limiter le nombre de mandats sur la durée et en nombre effectif. Il faut redéfinir le statut des élus avec une vraie redéfinition. Parce qu'aujourd'hui, le problème, il est plutôt financier. On a un SMIC qui est à 1153 €. Et le souci, c'est qu'on entend effectivement que les élus touchent énormément d'argent. Et ça choque l'opinion publique. Il faut plus de justice, une certaine façon de redonner la vie dans cette démocratie. Et à l'image de cette campagne électorale, je pars de rien du tout. J'ai pas les mêmes atouts, j'ai pas les mêmes attributs que les autres candidats. Il y en a qui sont déjà élus, donc ils profitent, je dirais, de ce temps libre pour pouvoir faire plus campagne que d'autres personnes qui travaillent, qui ont des difficultés, qui sont obligées de poser sur leur jour de congé, mais qui essayent de se battre. Donc avec Maryline Vinet et tout le travail qu'on a fait sur le PCF Front de Gauche, c'était de proposer un projet sain aux Français. Olivier Gallet, pour l'Union des Patriotes, sur cette question effectivement de la moralisation de la vie politique, ça vous inspire quoi ? Oui, merci Erika. Eh bien, un élu qui donc ne tape pas dans la caisse, c'est ce qu'il faut. Hein. Et malheureusement, nous nous apercevons qu'à tous les niveaux de l'échelle, il y a des élus corrompus qui font de l'enrichissement personnel, tout simplement. Et ça, c'est inadmissible. Et contre ça, il faut avoir une politique vraiment extrêmement sévère. C'est-à-dire que tout euro détourné doit être rendu, bien évidemment, mais il doit également y avoir une sanction financière égale à ce détournement, ce qui permettrait d'ailleurs de renflouer un petit peu les caisses du ministère de la Justice, qui a bien besoin de fonds pour vivre et même pour survivre actuellement. Seulement ça, c'est pas suffisant, parce que ces élus corrompus, et il y en a beaucoup, bien évidemment, malheureusement, nous connaissons toutes les affaires qui ont émaillé ces derniers mois et même ces dernières années, eh bien, ils ont de l'argent, ils ont beaucoup d'argent. Donc les sanctions financières ne seront pas suffisantes. Il faut aussi des sanctions beaucoup plus... Il faut taper où ça fait mal. Et c'est quoi qui fait mal ? C'est l'inéligibilité. Voilà, tout simplement. L'inéligibilité, voire à vie. Hein, parce que ça, ils ne pourront plus taper dans la caisse, ils seront obligés de travailler. Et ça changera tout. Nous enchaînons tout de suite avec le deuxième thème, on va dire plus national, de cette émission et de ce plateau en particulier, avec la libéralisation de l'économie, la question des réformes sociales aussi derrière. Est-ce que, donc, Olivier Nicolas, pour Lutte ouvrière, la réforme du Code du travail peut-elle être l'alpha et l'oméga de la libéralisation de l'économie ? Alors, ça ne vous étonnera pas qu'effectivement, nous, on milite contre... Alors, ce qu'on appelle réforme, libéralisation de l'économie, en fait, c'est juste de donner les moyens au patronat d'exploiter toujours plus. Voilà. Et notamment la politique de Macron, notamment les attaques annoncées contre le Code de travail, c'est ça vise à augmenter l'exploitation en donnant plus de pouvoir au patronat. Alors en cela, d'ailleurs, il fait que continuer les politiques mises en œuvre alternativement par les gouvernements de gauche et de droite avant lui, et même en fait par lui-même, il y a quand même pas si longtemps que ça. Il faut savoir que dans les entreprises, ce qu'on appelle là, le dialogue social, c'est le chantage patronal. Voilà. C'est le couteau sous la gorge, on demande des sacrifices aux salariés, sinon on menace de fermer l'entreprise, sinon on menace de licencier. Voilà. Et d'ailleurs, ils licencient quand même. Et vouloir que tout soit négociable entreprise par entreprise, et même comme on peut le lire dans la presse ces derniers jours, salarié par salarié, que de faire de chaque salarié un cas particulier, c'est en fait essayer d'affaiblir le monde du travail. Nous, on pense que justement la force des travailleurs, c'est justement la conscience d'avoir des intérêts communs, quelle que soit l'entreprise, quel que soit le statut, quelle que soit la catégorie, et même par-delà les frontières. Voilà. Et c'est cette conscience, la conscience de classe, que nous voulons affirmer lorsque nous disons « faire entendre le camp des travailleurs ». C'est le sens de ce slogan. Voilà. Alors bien sûr, à Lutte ouvrière, d'ailleurs, on dénonce aussi au passage l'augmentation annoncée de la CSG, qui va se traduire par une ponction de plusieurs centaines d'euros par an sur les retraites. Voilà. Et voter Lutte ouvrière, ça sera notamment affirmer que les travailleurs peuvent et doivent s'opposer à cette politique anti-ouvrière et qu'ils ne peuvent le faire que par leur lutte collective. Qu'il n'y aura pas d'opposition parlementaire qui permettra de faire l'économie de la lutte collective. Alors, on va laisser peut-être justement réagir aussi Thomas Mesnier pour La République En Marche sur cette question, effectivement, la libéralisation de l'économie, sur la réforme du Code du travail, qui est déjà en pleine réflexion, Thomas Mesnier. Tout à fait. Les concertations ont déjà commencé et le dialogue social proposé par le président de la République et le gouvernement a été salué par les principales formations syndicales. Je pense à FO, à la CFDT.
À En Marche et le président Macron, on pense à une réforme du travail selon deux axes, un qui libère et l'autre qui protège. Alors c'est vrai qu'actuellement on parle beaucoup de la réforme du Code du travail pour dialoguer, simplifier, sécuriser, avec une nouvelle articulation des accords d'entreprise et de l'accord de branche. Pardon, avec un dialogue social qui a déjà commencé. Mais pour autant, on aura aussi des mesures sur un calendrier 2018 pour redonner du pouvoir d'achat à tous les salariés, pour réformer l'assurance chômage, ainsi que le système des retraites, et puis surtout investir dans la formation professionnelle pour ne plus sécuriser seulement les emplois, mais les personnes. Djilali Merioua, donc sur cette réforme du Code du travail, sur ce qu'on en sait déjà, sur la façon dont ça avance pour l'instant. Je rappelle que vous êtes sans étiquette pour ces élections. Tout à fait. La première question, c'est de savoir qui y gagne dans ces réformes et dans cette libéralisation. Je pense que sur le gouvernement précédent, on était dans la rue contre la loi Macron-El Khomri. On n'a pas été entendu. Il va falloir poursuivre cette bataille et en lien avec les organisations syndicales, parce que c'est eux qui sont les représentants, je dirais, des travailleurs. Et c'est vraiment avec eux qu'il faut discuter. Pour moi, le rôle du député, c'est de veiller à ce que le gouvernement mette en place des lois qui profitent aux Français, aussi bien à l'économie et aux emplois sur le territoire. Donc, pour moi, il est très important de veiller avec ce nouveau président à ce que, justement, on ait des élus qui soient forts et qui puissent se positionner très rapidement et avec une vraie envie de progrès social, de justice sociale et de redonner de l'emploi sur notre territoire. Il y a une vraie problématique aujourd'hui, c'est que je pense que pour chaque Français, si on lui donne un toit et un emploi, ça ira beaucoup mieux. Olivier Gallet, pour l'Union des Patriotes, donc ce regard sur la réforme du Code du travail, sur la libéralisation de l'économie. La réforme du Code du travail, Erika, c'est quelque chose effectivement de primordial. J'animais une réunion de chefs d'entreprise en Suisse récemment, à Genève, et j'ai été effaré de voir que le Code du travail en Suisse, il fait 30 pages. Et chez nous, il fait 3000 pages. J'ai été consterné de voir qu'une feuille de paye en Suisse, c'est 3 lignes. Un brut, un taux de charge et un net. Alors qu'en France, bien évidemment, si vous n'avez pas d'expert comptable, pour la plupart des chefs d'entreprise, de petites entreprises, de TPE, c'est impossible à réaliser. Donc il y a effectivement un gros travail de dépoussiérage, de nettoyage, je dirais même en profondeur de ce Code du travail. Et puis en ce qui concerne la libération de l'économie, eh bien évidemment, il faut libérer un petit peu le chef d'entreprise d'un joug administratif, on va dire, qui est très prégnant, qui est oppressant. Et il y a des bonnes choses de fait, c'est sûr. L'auto-entrepreneur, puis le micro-entrepreneur, c'est une excellente chose. Ça demande d'être encore travaillé pour être limité dans le temps en particulier. C'est limité automatiquement quand on ne fait pas de chiffre d'affaires. Il faut que ce soit limité même quand on fait du chiffre d'affaires. Alors, pour passer à une partie, on va dire, plus locale dans cette émission, avec la question du divorce entre les politiques et les citoyens, et puis ce rôle qu'a le député. Le député, bien sûr, il est élu par les habitants d'une circonscription. En l'occurrence, ici, on est dans la première de Charente, mais il est bien le représentant de la nation. Alors, que doit faire le député et comment vous voyez, vous, cette réalité pour rester proche du terrain? Olivier Nicolas, pour Lutte ouvrière. Effectivement, ce qu'on constate, c'est un désintérêt, voire le dégoût pour la politique en général et pour les élections en particulier, qui est très présent, surtout dans les milieux populaires. Nous, on pense que les principaux responsables en sont les partis de gauche, le PS, le PC, ces partis en qui les milieux populaires avaient mis leurs espoirs et qui systématiquement, lorsqu'ils ont été au pouvoir, ont mené des politiques anti-ouvrières. Car non seulement ils ont cautionné les politiques patronales, notamment les licenciements, en les justifiant, mais aussi, ils ont pris eux-mêmes des mesures comme le recul de l'âge de la retraite ou l'augmentation des impôts, l'augmentation de la TVA, de la CSG. Pour combattre cet état de fait, nous, on pense qu'il faut avant tout dire la vérité aux travailleurs. Les élections, ils ne leur permettront pas de changer leur sort. Parce que ceux qui dictent la politique des ministres, ce ne sont pas les parlementaires, ce n'est pas au Parlement, mais c'est dans les conseils d'administration des grands groupes industriels et financiers. Voilà. Alors les élections, pour les travailleurs, elles peuvent permettre uniquement de s'exprimer, d'infirmer leurs intérêts en tant que classe sociale. Et notamment l'élection et l'activité d'un député lutte ouvrière, il irait exactement dans le même sens. Car pour nous, ce ne sont pas les majorités parlementaires qui comptent, mais c'est la conscience qu'ont les travailleurs d'avoir des intérêts communs et d'avoir à les défendre collectivement. Parce que je reviens quand même sur le précédent débat. En fait, là, de la gauche à l'extrême droite, tout le monde est d'accord pour détruire le Code du travail. Sauf que l'an dernier, quand ils ont essayé, avec la loi El Khomri,
il y a eu effectivement des milliers de travailleurs qui, même en dehors de l'appel, dans un premier temps de l'appel des organisations syndicales, sont descendus dans la rue, ont manifesté. Parce que pour les travailleurs, ces garanties collectives, c'est la seule chose qu'ils ont. Voilà. Autrement, on se retrouve tout seul, isolé, et on se retrouve à subir la pression patronale. Merci à vous. Thomas Mesnier, pour La République En Marche, vous qui êtes issu de la société civile, vous qui vivez votre première campagne pour ces élections législatives, alors justement, comment vous comptez, si vous êtes élu député, rester très proche du terrain ? Alors tout à fait, le mandat de député a ça de particulier que c'est une élection locale pour un mandat national, avec une grande partie du travail qui se fait à Paris à l'Assemblée pour légiférer et contrôler l'activité du gouvernement. Pour autant, moi, ce que j'entends faire, c'est poursuivre dans le travail de fond qu'on a commencé à En Marche depuis l'automne dernier, en organisant de façon régulière pendant mon mandat des ateliers citoyens, 2, 3, 4 fois par an, à déterminer, où on discuterait... où on discuterait des lois votées depuis la fois précédente, des lois en cours de débat et des enjeux et problématiques du moment au niveau local. De même, j'entretiendrai une permanence physique sur la circonscription pour garder du lien et un accueil au quotidien des citoyens et puis bien sûr être autant que possible sur la circonscription et sur le terrain pour rester proche des gens, ce que je fais en exerçant aux urgences au quotidien. Djilali Merioua, sans étiquette, donc sur cette proximité, sur ce lien avec la circonscription, en l'occurrence donc la première de Charente, comment conserver ce lien, cette proximité, cette relation avec les habitants ? Alors, je dirais que la relation aujourd'hui, on est plus sur une relation de défiance vis-à-vis des politiques. Il faut réinstaurer une relation de confiance, comme je l'ai fait en 2008 en étant élu adjoint au sport. Il a fallu que je retravaille avec le monde associatif. C'est un travail qui est très très long, mais il a fallu que je fasse ça et que je redonne un petit peu de l'espoir aux associations. Ça a été fait, ça a été bien fait. Les élus, pour moi, ils sont là pour écouter, agir et rendre compte. Donc ça, il faut absolument le remettre en place et pour faire vivre cette nouvelle démocratie qu'on espère tant. Parce qu'on le sait bien que ce président, il a été élu face à Marine Le Pen, donc il n'a pas la totale légitimité qu'il devrait avoir. Les élus, on disait, donc ils sont là aussi pour voter, proposer et corriger les lois, mais aussi pour contrôler le gouvernement. Je ne pense pas que si on donne la majorité présidentielle directement au président, on est vraiment dans une relation de contrôle. C'est un petit peu ce qui se passe sur cette 5e République depuis des années, et c'est ce qu'on essaye de combattre. L'élu, il est là pour promouvoir son territoire, mais il est là aussi pour défendre les droits communs et défendre l'ensemble des droits des Français. Olivier Gallet, pour l'Union des Patriotes, ce lien, ce rapport de confiance entre les citoyens, les électeurs et puis les politiques. Alors le lien, Erika, eh bien, il est rompu, le rapport de confiance, il n'existe plus, et c'est bien légitime compte tenu des abus que nous avons évoqués, ne serait-ce qu'à la jeunesse de mon propos tout à l'heure. Donc restaurer ça, eh bien effectivement, il faut des élus qui soient réellement sans tâche, hein, sans faute, des gens sur lesquels les concitoyens, les citoyens peuvent miser toute leur confiance, si vous voulez. Et ça, c'est vrai que c'est difficile parce que les élus actuellement, dès qu'ils prennent le mandat, se déconnectent des réalités locales. Alors non seulement ils tapent dans la caisse, pour certains, trop nombreux, mais en plus ils se déconnectent des réalités locales. Alors les gens n'ont plus confiance. Alors effectivement, c'est un peu difficile quand on est député parce qu'il y a la partie, le député c'est le législateur. C'est lui qui fait les lois. Il doit aussi être prêt dans sa circonscription, bien évidemment. Il peut difficilement le faire, sinon par la réserve parlementaire. Et là, je crois que c'est quelque chose à détruire tout à fait, parce que ça sert à arroser tout simplement, et ça donne une prime au sortant qui est inadmissible. Merci. Dernière partie de ce plateau, donc dernier grand thème abordé avec le développement économique, l'emploi, les infrastructures dans cette première circonscription de Charente. Qu'est-ce qui, pour vous, est prioritaire aujourd'hui sur ce territoire ? Olivier Nicolas, pour Lutte ouvrière, si vous pouvez faire relativement court. Alors, ce qui est prioritaire, comme partout, c'est quand même effectivement la lutte contre le chômage. Alors moi, je voulais dire quand même que ce développement économique, cette lutte contre le chômage, bien sûr qu'elle ne s'envisage pas uniquement à l'échelle de la circonscription, ni même du département. Parce que la politique des grands groupes, alors ici dans la circonscription, c'est Lafarge, c'est Leroy Summer, donc Nidec maintenant, des CNS, Schneider, elle est nationale, voire même internationale. C'est pourquoi les objectifs là, que je peux défendre, l'interdiction des licenciements, l'augmentation des salaires, un salaire minimum, une pension minimum à 1 800 € net,
c'est des objectifs que vont défendre tous les candidats, les 553 candidates et candidats de lutte ouvrière présents dans ces élections législatives. Parce que toutes les entreprises, celles que j'ai citées notamment, ont pour politique d'augmenter leurs profits en supprimant des emplois, voire en fermant une usine comme Lafarge, et toutes développent la précarité, l'intérim, la sous-traitance. Le sort des travailleurs, il ne dépend pas et ne doit pas en fait dépendre d'une éventuelle croissance ou d'un éventuel développement économique. Il dépend pour nous de leur capacité à renouer avec des luttes collectives puissantes et générales. Voilà. Merci à vous. On va passer la parole à Thomas Mesnier, puisque je vous avais demandé de faire un peu court, effectivement. Thomas Mesnier pour La République En Marche, sur cette première circonscription de Charente pour laquelle donc, vous vous présentez pour ces élections législatives. Est-ce qu'il y a un dossier urgent, prioritaire pour vous ? Il y en aurait plusieurs. Pour faire écho au programme présidentiel, je pense qu'il est indispensable d'insister sur l'apprentissage et la formation professionnelle avec un grand plan d'investissement. C'est en ce sens que j'ai visité la CIFOP, le CESI et plusieurs écoles qui vont dans ce sens. Il faut aider aussi les TPE, PME en diminuant les charges pour les aider à vivre et à embaucher. Et puis surtout sur la circonscription plus à 10, 20, 30 ans, je pense qu'il faut axer en priorité sur le pôle image, qui est vraiment la richesse de notre territoire, en sachant qu'Angoulême, ville de taille moyenne, va bientôt être à seulement 35 minutes de Bordeaux. Il faut vivre de ses atouts, les mettre en valeur, et vraiment, je pense que le pôle image est à 10, 20, 30 ans le meilleur vecteur de développement économique sur la circonscription. Djilali Merioua, Sans Étiquette, donc votre analyse, les projets ou qu'est-ce qu'il faudrait soutenir en particulier sur cette première circonscription de Charente ? À l'image de cette circonscription, je dirais que pas rien n'a été fait, mais pas beaucoup de choses. À l'image de Lafarge, de Leroy-Sommer, de Bernard Moreau. Très récemment, ce qui m'intéresse, moi, si je suis élu député, c'est de pouvoir, à un moment, interagir. C'est-à-dire que je ne dirais pas qu'on va résoudre le problème, mais c'est au moins d'aller en direction des salariés, aller en direction des entreprises, mettre les gens autour d'une table, montrer au moins aux gens qu'on essaye de se battre avec eux et à leur côté. Les 40 milliards du CICE sur la précédente majorité présidentielle, ils ont été, après analyse, plutôt redistribués vers les grands groupes qui n'en avaient pas forcément besoin. Il aurait plutôt fallu les redistribuer sur les PME et les TPE, je pense. C'est un combat à l'image de tout ce qu'on essaye de mener. Donc sur la politique économique, il faut travailler avec les collectivités qui ont la compétence sur le département, le Grand Angoulême entre autres, et retrouver un équilibre entre l'offre et la demande. Aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent du travail, il y a des chefs d'entreprise qui veulent offrir du travail à condition qu'on s'entende sur des charges sociales et sur des contributions sociales. Je pense que la limite, elle est là. Il faut qu'on arrive à trouver un équilibre. Olivier Gallet pour l'Union des Patriotes sur les dossiers urgents pour cette première circonscription de Charente. Oui, vous l'avez rappelé, Erika, dans votre propos initialement, la circonscription, c'est Angoulême, bien évidemment, et 21 communes de la proche périphérie. Donc le développement économique, l'emploi, les infrastructures, eh bien, c'est plutôt quelque chose qui relève de la politique municipale que de la politique du député du coin, bien évidemment. Alors, lui, comment peut-il agir ? Il peut agir simplement en proposant des mesures législatives qui permettent aux petites entreprises, c'est-à-dire au commerce, à l'artisanat, aux libéraux, aux petits industriels, de faire vivre de l'entreprise d'une manière beaucoup plus saine, beaucoup plus sereine, si vous voulez. C'est à ce niveau-là que le député peut intervenir. Localement, autrement, je crois que c'est à l'initiative du maire. Il y a beaucoup de choses à faire dans la redynamisation des centres-villes. C'est quelque chose sur lequel tous les élus locaux, je pense, devraient se pencher. Parce que c'est crucial. C'est crucial pour la vie de la cité dans les années à venir. Merci à tous les quatre d'avoir donc commencé à répondre à ces questions dans cette émission consacrée aux législatives et à cette première circonscription de Charente. Nous vous retrouverons de toute façon, donc Olivier Nicolas pour Lutte ouvrière, Thomas Mesnier pour La République En Marche, Djilali Merioua Sans Étiquette et Olivier Gallet pour l'Union des Patriotes dans la dernière partie de cette émission pour une minute de parole libre sur ce que vous avez envie de faire passer comme message aux auditeurs. Nouveau plateau bien sûr dans un instant avec 3 candidats pour ces élections législatives dans la première circonscription de Charente. RCF Charente fête ses 25 ans le samedi 24 juin à la Maison diocésaine, rue de Bordeaux à Angoulême, et invite tous ses amis et auditeurs.
Au programme, 17h, messe avec Monseigneur Gosselin, 18h30, conférence de M. Loïc Hervouette, ancien directeur de la Charente Libre et ancien directeur de l'École supérieure de journalistes de Lille. À 20h, buffet campagnard, 20 € de participation sur inscription, suivi d'une soirée musicale. À cette occasion, présentation et vente du livre sur l'histoire des radios locales en Charente. Bienvenue à tous. RCF Charente donne la parole à tous les candidats aux législatives. Mardi, mercredi et jeudi, de 11h à 12h30, nous les interrogerons sur la moralisation de la vie politique, la libéralisation de l'économie et les réformes sociales, le rôle des députés ou encore le développement économique. Ces débats ont lieu en direct et en public. Mardi, salle du Moulin à Confolens pour la 3e circonscription. Mercredi, salle de la Salamandre à Cognac pour la 2e. Et le jeudi, salle des fêtes de Soyaux pour la 1re circonscription. Ces débats pour les législatives ont lieu en direct de 11h à 12h30 sur RCF Charente et seront rediffusés en soirée à partir de 18h15. Le premier tour des élections législatives en direct des circonscriptions. Nous poursuivons donc cette émission spéciale où nous donnons la parole aux candidats aux élections législatives dans la première circonscription de Charente. Nous sommes toujours en direct de la salle des fêtes de Soyaux. 3 nouveaux candidats sont avec nous donc pour s'exprimer. Martine Pinville du Parti Socialiste, Dominique Delorgerie, l'indépendant de tout parti, et Geoffrey Gouret pour le Front National. Martine Pinville, on va commencer tout de suite avec vous et le premier thème sur la moralisation de la vie politique. Alors, faut-il une loi? Est-ce que ça s'impose, donc une loi pour gérer cette question de la morale? Compte tenu, effectivement, bonjour, compte tenu de tout ce qui a pu se passer, de manque de confiance de nos concitoyens envers les hommes et les femmes politiques, je pense qu'effectivement, il faut mettre un cadre. Il faut mettre un cadre peut-être très tôt. En fait, je crois, parce qu'en fait, quand on est candidat à une élection, quelle que soit d'ailleurs l'élection, on veut passer un contrat, en fait, avec nos concitoyens. Et je pense que là, il faut mettre un certain nombre déjà d'obligations, avoir un certain nombre de contrôles par rapport, on a parlé de la situation fiscale, de la situation judiciaire de chaque candidat. Je crois que tout au début, quand on est candidat, il faut déjà mettre cette confiance-là et donc remplir ce cadre. Et il faut à ce moment-là effectuer des contrôles. Dominique Delorgerie, donc indépendant de tout parti, cette question de la moralisation de la vie politique, donc une loi est indispensable aujourd'hui? Alors d'abord, laissez-moi vous remercier et vous féliciter pour RCF d'avoir su être le premier média charentais à inviter l'ensemble des candidats de la première circonscription. Je pense que ça fait partie de la moralisation aussi, c'est de permettre à chacun de pouvoir s'exprimer de manière équitable. Donc oui, la moralisation, c'est important. Passer par une loi, pourquoi pas. L'important, c'est la finalité, servir et non se servir. Et effectivement, lutter contre cette évolution vers la professionnalisation de la politique. Je pense qu'il y a un vent nouveau qui souffle aujourd'hui. Tant mieux. Je pense que c'est essentiel d'avoir des élus qui sont non professionnels, qui ne cherchent pas à tirer intérêt de leur mandat. Et donc c'est là-dessus où je pense qu'on peut se réjouir des premières orientations qui sont prises. En particulier, la suppression, ça a été dit à plusieurs reprises, de la réserve parlementaire. C'est vraiment un appel au clientélisme. Donc il faut vraiment aller au-delà. Et j'irai même plus loin, puisque je pense qu'il faut organiser l'indépendance des élus vis-à-vis de leur parti, en particulier en permettant la répartition du rattachement entre plusieurs partis. Il y a des propositions qui sont concrètes, qui sont claires, qui sont ouvertes vers cette moralisation qui est nécessaire. Geoffrey Gouret, pour le Front National, cette question, cette réalité de la moralisation de la vie politique, à travers une loi, il le faut? Oui, bien bonjour. Donc, je tiens à saluer tous nos auditeurs. Je suis évidemment pour une loi de la moralisation de la vie politique. Aujourd'hui, vu toutes les affaires que l'on a vues, je pense que c'est important, mais avec du bon sens. Je suis pour, donc là dans le cadre des députés, limiter à 3 mandats successifs identiques. Je suis également pour supprimer, au moins réduire nettement la réserve parlementaire. Pour le cas de l'interdiction de l'embauche de membres de sa famille, car c'est aussi cela dont on parle aujourd'hui, il ne faut pas confondre emploi familial et emploi fictif. L'emploi fictif, il est à bannir, il faut le condamner sévèrement.
Pour ce qui est de l'emploi familial, si l'argent de l'État sert à salarier une personne qui travaille, je ne vois pas où est le problème. Et peu m'importe s'il y a un lien de parenté avec le député et autres. Sur le deuxième thème national que nous abordons aujourd'hui dans cette émission, la libéralisation de l'économie, les réformes sociales qui sont déjà annoncées pour les années qui viennent, et puis la réforme du Code du travail qui est déjà en réflexion. Martine Pinville, Parti socialiste, donc députée sortante aussi, quel regard donc sur ce qui s'annonce ? Alors sur ce qui s'annonce, je pense qu'il y a une nécessaire adaptation de notre loi et de notre code du travail parce qu'on sait que les entreprises bougent, il y a une évolution, il y a d'autres manières de travailler, de consommer. Le numérique a bouleversé quand même un certain nombre de codes, donc je pense qu'il faut retravailler. Mais ce qui va être essentiel là, pendant cette préparation, c'est les discussions avec les partenaires sociaux. Et c'est là où il faut qu'il y ait vraiment cette concertation, cette discussion et que ça aboutisse à quelque chose. Je pense que l'essentiel, il est là. Dominique Delors-Joril, donc indépendant de tout parti, sur cette question de la libéralisation de l'économie, sur la réforme du Code du travail qui est déjà en route, en cours. Alors c'est une vraie question bien sûr qui est une question de société très large puisque Martine disait tout à l'heure que la l'ubérisation, la numérisation est un champ d'ouverture incroyable, c'est une vraie révolution qui est en train de se faire. Et donc je pense que cette logique-là, au-delà d'appeler pour ce qui nous concerne à travailler sur la nouvelle économie numérique, parce que je pense que ça donne des orientations qui sont très fortes, il faut arriver à l'encadrer aussi. Pour ce qui est de la réforme du Code du travail, j'y serai extrêmement vigilant. Bien sûr que tout le monde appelle un peu à libérer les normes et les freins à l'entrepreneuriat. Mais néanmoins, la protection des hommes et des femmes qui font vivre les territoires, c'est vraiment essentiel. Si on ne laisse que la possibilité aux grands groupes économiques et financiers de diriger notre pays, où allons-nous ? Je pense très sincèrement que l'équilibre doit être préservé et qu'il faut arriver à protéger l'emploi par des codes qui sont forts et protecteurs réellement. Geoffrey Gouret pour le Front National sur cette vision, sur ce regard, sur ce qui est en train donc de se préparer, notamment autour de la réforme du Code du travail. Eh bien, s'il s'agit donc de simplifier la vie des entrepreneurs, tout à fait. Avec mes collègues, donc députés Front National à l'Assemblée nationale, nous porterons d'ailleurs une loi pour en finir avec une proposition de loi pour en finir avec le sacro-saint seuil des 50 salariés. Nous voulons simplifier donc les obligations liées à ce seuil et essayer de le transformer en un guichet unique hors syndicat, bien entendu, jusqu'à 300 salariés. Je pense que la logique de M. Macron est un petit peu différente. Il voit par là aussi la possibilité de se tourner davantage vers le libéralisme de la Commission européenne. Sa doctrine, elle est simple, c'est ne vous en faites pas, le marché s'autorégule. Là-dessus, je suis évidemment contre, le marché s'autorégule. Allez donc dire à votre banquier, ne vous inquiétez pas pour les traites de la maison, je vous réglerai l'année prochaine, parce que le marché s'autorégule. Ça ne marche pas. Il faut prendre en compte le facteur humain avant tout. Alors nous passons maintenant à la partie plus locale, on va dire, avec cette question, donc peut-être de l'éloignement, on va le dire comme ça, ou du divorce, pour le dire plus durement, entre les citoyens et les femmes et les hommes politiques. Comment, pour vous, Martine Pinville, qui êtes la députée sortante, donc pour le Parti socialiste, comment maintenir ce lien, vous qui avez aussi cette expérience, comment continuer à maintenir ce lien? Quel regard vous en avez justement sur cette relation de confiance, de défiance entre les citoyens et les élus de manière générale, et comment le député peut avoir ce rôle d'intermédiaire, de lien? Le député, il a 3 rôles.
représenter, contrôler, légiférer. Il a effectivement ce rôle de représenter ses concitoyens. Comment le faire? Eh bien, c'est dans l'action que l'on peut mener, dans les permanences que l'on peut tenir dans chaque commune, dans le fait de recevoir tous ceux qui peuvent solliciter un rendez-vous. C'est dans les contacts que l'on a, les déplacements que l'on peut avoir aussi sur certaines manifestations. C'est là où on rencontre et où on peut travailler avec les personnes qui le souhaitent. Le rôle là d'un député, d'un élu, est vraiment d'aller au contact, de casser ces barrières. J'ai été très surprise hier, j'ai rencontré avec quelques autres candidats des jeunes qui avaient un engagement en service civique, et en fait ils m'ont dit à un moment, mais on n'ose pas, on ne savait pas qu'on pouvait rencontrer un député. Donc on a là sans doute d'autres mécanismes à imaginer pour aller vraiment à la rencontre des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs. Dominique Delorgerie, donc indépendant de tout parti, sur cette question de relation, de lien avec un territoire. Si vous êtes élu député, comment maintenir cette proximité? Comment faire en sorte qu'il y ait cette confiance? Alors la proximité, bien sûr qu'elle est essentielle, et Martine le rappelait tout à l'heure. Mais qu'en fait-on? Vous êtes très présente, et d'autres députés sur la Charente qui briguent pour un 7e mandat sont extrêmement présents. Mais qu'en fait-on? C'est bien d'écouter les gens, mais si c'est pour pas porter leur voix d'une manière forte, déterminée, engageante, qu'est-ce que ça fait? On a entendu M. Macron dire « Je ne veux que des députés qui obéiront à ce que je leur demanderai de faire ». Et nos partis, puisque les personnes qui sont avant nous ont fait partie des grands partis de gouvernement, ils n'ont fait que valider les orientations qu'on leur demandait. Alors, c'est bien d'écouter les gens, mais l'important, c'est quand même de comprendre ce qu'ils disent et de mettre en œuvre les orientations qu'ils attendent. Et si l'ensemble des Français a refusé, a rejeté massivement l'ensemble des partis politiques, c'est qu'ils estiment avoir été trompés, parce que les députés n'ont fait que voter les lignes fixées par les partis. Moi, j'appelle une logique d'indépendance vis-à-vis des partis et un engagement fort pour justement porter, bien sûr être proche, mais porter réellement l'attente des Français. Geoffrey Gouret pour le Front National, ce lien avec les citoyens, ce lien avec les Charentais, là, en l'occurrence de la première circonscription. Oui, je pense que c'est un problème général. Sous Sarkozy, les citoyens étaient appelés des ploucs. Sous François Hollande, c'était les illettrés, et non, c'était les sans-dents. Et maintenant, avec le nouveau, c'est les illettrés. C'est un mépris constant. Alors forcément, les citoyens rendent la balle, c'est tout à fait normal. Vous avez notamment un autre problème, c'est que les affaires n'en finissent pas au niveau politique. Chaque mois, il y a une nouvelle affaire qui ressort. Donc, en effet, on se désintéresse de la sphère politique parce que, au final, ça n'améliore pas notre quotidien. Et ce que l'on voit, c'est une bande de compagnons qui ont fait les mêmes écoles, qui fréquentent le même milieu et qui, au final, se désintéressent et méprisent constamment les citoyens. Donc c'est un lien qu'il faut renouer. Moi, je suis comme tous ces citoyens. Je me suis levé à 5 h du mat pour travailler. Je pense que c'est ce lien qu'il faut recréer. Un député qui soit avant tout citoyen. Et on va terminer ce plateau, entre guillemets, donc, en vous entendant sur le développement économique, sur l'emploi, les infrastructures, dans cette première circonscription de Charente. Martine Pinville, pour le Parti socialiste, qu'est-ce qui vous paraît aujourd'hui urgent, déterminant aussi pour l'avenir de cette circonscription, et puis peut-être avec un regard plus global aussi ? Sur l'avenir de cette circonscription et de l'emploi et des entreprises, et notamment de grandes entreprises, je crois qu'il faut là travailler et consolider en fait celles qui sont là, notamment quand il y a des reprises ou quand il y a des volontés de cession. Mais je crois qu'il faut également travailler sur les TPE et les PME. Le vivier d'emploi, la majorité d'emplois, il est dans les très petites entreprises, dans l'artisanat, dans le commerce, dans bien des cas. Et ce que je pense, c'est que nous avons là, sur cette circonscription, je rappelle que le développement économique et de la compétence
des communautés de communes, de l'agglomération du Grand Angoulême et de la Nouvelle-Aquitaine, des régions. Mais il faut vraiment travailler au développement, à mettre les conditions nécessaires pour que ces TPE et ces PME puissent se développer. Et je prendrai un exemple avec l'artisanat. Un chef d'entreprise, un artisan connaît son métier, mais il ne sait pas toujours développer son entreprise. Et là, je crois que nous avons des actions à mener. Dominique Delorgeril, donc indépendant de tout parti, sur les réalités de cette première circonscription de Charente, sur le regard que vous pouvez porter dessus, sur les priorités. Alors, je pense qu'ici, on aime tous beaucoup la Charente et effectivement, elle a des atouts formidables à faire valoir. Sa situation géographique proche du sud-ouest, son patrimoine culturel, l'excellence agricole, viticole, bien sûr. L'artisanat, Martine en parlait tout à l'heure, de très haute qualité. Je pense qu'il y a un vrai travail à mener. Et je le rappelle encore, le développement numérique autour du pôle image, autour de toute la nouvelle économie est quelque chose d'essentiel. N'oublions pas, bien sûr, la jeunesse, parce que c'est eux qui construisent notre avenir de demain. C'est eux, d'ailleurs, qui sont particulièrement adaptés à cette évolution du monde autour du numérique. Donc soutenir toutes les initiatives des jeunes, la formation des jeunes, l'accompagnement est quelque chose qui me semble essentiel. Et enfin, donc, dans cette économie participative, le développement des outils, tels les monnaies locales, par exemple, l'habitat intergénérationnel. Ce sont des nouvelles manières à inventer. Il y a des exemples partout dans le monde qui nous appellent à réfléchir. Il faut le développer, le mettre en œuvre chez nous. Et je suis sûr qu'on peut s'enthousiasmer de l'avenir. Vraiment. Geoffrey Goret, pour le Front National, alors même si le rôle du député n'est pas forcément effectivement de privilégier sa circonscription, quel regard vous avez sur ce territoire en particulier ? Oui, tout à fait. Ce sont donc les municipalités, l'agglomération et le département, la région également, qui gèrent donc ces problèmes-là. Mais on peut constater sur le bassin d'Angoulême que c'est un beau gâchis. Nos élus locaux, donc de droite et de gauche confondus, et puis désormais l'hybride part dans la même direction, sont en train de créer les friches commerciales de demain. On vient de tuer nos centres-villes. Et je rappelle tout de même que 70% de l'activité économique du bassin est commerciale. C'est juste ahurissant. Et pourtant, nos atouts sont nombreux. Le prix du foncier est très faible sur notre zone. Nous avons 2 axes est-ouest et nord-sud, routiers en 2x2 voies et gratuits. C'est les conditions idéales pour attirer des investisseurs qui revitaliseraient donc l'industrie de notre agglomération. Alors si nos élus locaux ne veulent pas donc se mouiller la chemise et aller chercher des investisseurs, eh bien je serai ce député commercial qui ira chercher des investisseurs pour redynamiser nos emplois locaux, ce qu'il n'y a plus aujourd'hui. Merci à tous les trois, Martine Pinville pour le Parti Socialiste, Dominique Delorgeril, donc indépendant de tout parti, et Geoffrey Goret pour le Front National. Comme les autres candidats participants et présents donc pour cette émission spéciale élection législative pour la première circonscription de Charente, vous aurez bien sûr tout à l'heure en fin d'émission 1 minute de temps de parole, d'expression libre. Dans un instant, nous poursuivons et nous terminons presque cette émission avec le dernier plateau et les 4 derniers candidats présents qui vont pouvoir aussi répondre à ces différentes thématiques et ces différentes questions. RCF Charente fête ses 25 ans le samedi 24 juin à la Maison diocésaine, rue de Bordeaux à Angoulême, et invite tous ses amis et auditeurs. Au programme, 17h, messe avec Monseigneur Gosselin, 18h30, conférence de M. Loïc Hervouette, ancien directeur de la Charente Libre et ancien directeur de l'École supérieure de journalistes de Lille, à 20h, buffet campagnard, 20 € de participation sur inscription, suivi d'une soirée musicale. À cette occasion, présentation et vente du livre sur l'histoire des radios locales en Charente. Bienvenue à tous. RCF Charente donne la parole à tous les candidats aux législatives. Mardi, mercredi et jeudi, de 11h à 12h30, nous les interrogerons sur la moralisation de la vie politique, la libéralisation de l'économie et les réformes sociales, le rôle des députés ou encore le développement économique. Ces débats ont lieu en direct et en public. Mardi, salle du Moulin à Confolens pour la 3e circonscription. Mercredi, salle de la Salamandre à Cognac pour la 2e. Et le jeudi, salle des fêtes de Soyaux pour la 1re circonscription.
Ces débats pour les législatives ont lieu en direct de 11h à 12h30 sur RCF Charente et seront rediffusés en soirée à partir de 18h15. Le premier tour des élections législatives en direct des circonscriptions. Suite de cette émission consacrée aux élections législatives et avec les candidats dans la première circonscription de Charente qui sont avec nous, en tout cas une partie, puisque 11 sur les 15 qui se présentent sont avec nous dans cette émission. Je vous rappelle que nous sommes toujours en direct de la salle des fêtes de Soyaux. Maintenant donc avec Martine Boutin pour la France Insoumise, Vincent You d'Hiver Droite, Élise Vouvet pour Les Républicains, l'UDI, et puis Guillaume Serrano, l'Union Populaire Républicaine. Alors sur la même logique que pour les autres plateaux, nous entamons donc avec le premier thème, plus national, sur cette question de la moralisation de la vie politique. Alors, on connaît déjà effectivement quelques éléments du projet de loi. Pour vous, Martine Boutin, donc pour la France Insoumise, quel regard sur cette moralisation de la vie politique ? Oui, je crois important de réconcilier les citoyens avec la politique. Je crois qu'il faut rétablir ce lien de confiance. Pour la France Insoumise, nous pensons que cela passe par le respect des engagements de campagne. Dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit. Moraliser la vie politique, c'est aussi sortir de la professionnalisation. Il faut mettre fin au cumul des mandats, limiter leur nombre. C'est aussi la possibilité de révoquer un élu. Interdire la présence des lobbies dans l'enceinte du Parlement, ainsi que de prendre des mesures pour empêcher les conflits d'intérêts. Certaines activités ne sont pas compatibles avec la fonction d'élu. Si je suis élu, je m'engage à respecter les 10 recommandations faites par l'association Anticorps. Vincent You, d'Hiver Droite, donc votre position sur ce besoin, sur les attentes autour de la moralisation de la vie politique et sur cette loi qui se prépare ? Alors, le premier point, c'est qu'il y a un doute très généralisé aujourd'hui sur la moralité des élus, qui résulte surtout de l'utilisation abusive des frais de représentation. Et donc, je crois qu'il faut qu'il y ait une transparence absolue, qu'on sorte de la mythologie comme quoi un parlementaire n'a pas de compte à rendre sur cette enveloppe de frais de représentation. Moi, je m'engage à titre personnel à avoir une diffusion en ligne de l'ensemble des frais qui seront les miens dans mon travail de parlementaire. Je crois que cette transparence est nécessaire. Chaque euro dépensé pour le travail parlementaire doit être connu, visible de chacun. Il suffit que ça soit visible de chacun pour que chacun soit amené à modérer ses dépenses et soit prêt à pouvoir en justifier. Après, sur la limitation du cumul du nombre de mandats dans le temps, je suis favorable à la limitation à 3 comme c'est envisagé. Par contre, je ne suis pas favorable à une limitation qui irait plus loin sur le nombre de mandats. Je crois qu'il est important qu'un parlementaire ait un pied dans une collectivité pour éviter d'avoir des élus qui soient hors sol et simplement les jouets d'instruments parisiens. Élise Vouvet pour Les Républicains, l'UDI, donc votre position, les attentes autour de la moralisation de la vie politique. Moi, je me suis déjà exprimée sur le sujet. J'ai d'ailleurs été une des premières à m'exprimer sur la question de la moralisation, de la modernisation de la vie politique. Donc, le projet de loi sur la modernisation de la vie politique est évidemment un bon projet de loi. On vit depuis des mois des campagnes sur fond d'affaires. Il y a eu évidemment l'affaire de M. Fillon. Il y a aujourd'hui l'affaire de M. Ferrand. On voit bien que ces affaires créent un fossé entre les politiques et les citoyens et jettent l'opprobre en fait sur toute une classe politique, ce qui n'est pas juste. Donc moi je pense qu'il faut changer les pratiques. Sur le cumul des mandats dans le temps, je pense que ça pose un problème de représentativité de la population active. À l'Assemblée nationale, on voit bien que le secteur privé est sous-représenté. Donc limiter le cumul des mandats dans le temps me paraît être un excellent moyen de faciliter l'accès de tous à la vie politique et d'encourager les entreprises à proposer des garanties équivalentes, le secteur privé à proposer des garanties équivalentes au secteur public, à leurs salariés qui s'engagent. Et puis cela concerne également les avantages que les députés se sont octroyés, sur lesquels il faut revenir, parce que en fait c'est assez insupportable au moment où on demande tant d'efforts aux Français de s'arroger le droit de vivre de privilèges. Donc oui, moi je suis pour la réforme et la suppression de la réserve parlementaire, qui est quand même une forme de clientélisme débridé.
Je suis pour la réforme ou la suppression de l'IRFR, du système des retraites des députés qui n'a en fait aucune équivalence dans le secteur privé, mais aussi parce qu'il s'agit de moderniser notre système. Je suis pour la diminution des normes et des lois qui freinent l'action publique, comme l'entrepreneuriat en France, et pour se diriger vers un système à l'anglo-saxonne, une loi votée, une loi supprimée, et enfin la diminution du nombre d'élus en France. On va laisser la parole maintenant à Guillaume Serrano, donc pour l'Union populaire républicaine, sur cette question de la moralisation, modernisation de la vie politique. Quel regard, quelles attentes, quels besoins ? Mais déjà, alors, la loi de moralisation du gouvernement, alors c'est déjà effectivement un bon signe envoyé aux électeurs, mais c'est toutefois très insuffisant au regard du devoir d'exemplarité des élus vis-à-vis de nos concitoyens. Moi, je propose d'aller plus loin. 5 propositions. 2 mandats identiques successifs pour tous les élus, sauf les maires des petites communes, puisque ce serait compliqué. Un non-cumul strict des mandats, à l'exception des conseillers municipaux. Il faut aussi encadrer plus strictement l'action des lobbyistes, en commençant tout d'abord par leur interdire l'accès au Parlement. Il faut également imposer une présence d'au moins 60% de parlementaires pour voter une loi, parce que bon, il faut en finir avec ce scandale antidémocratique et révoltant de vote dans une assemblée qui est aux 3/4 vide. Et puis également, une dernière proposition, c'est transformer le Conseil constitutionnel en une cour constitutionnelle composée de magistrats professionnels comme en Allemagne, pour qu'il soit vraiment indépendant du pouvoir politique. Deuxième thème plus national, donc toujours avec la libéralisation de l'économie et les réformes sociales qui sont annoncées. Donc la réforme du Code du travail, la réforme des retraites aussi, qui devrait se préparer très rapidement également. Martine Boutin pour la France Insoumise, comment vous portez votre regard justement, notamment sur cette réforme du Code du travail ? Tout d'abord, je souhaite rappeler que la libéralisation de notre économie a conduit au pillage sans limite des biens publics, que notre pays a été défiguré par le chômage et la pauvreté, alors que son économie compte parmi les premières du monde. Ce sont les financiers qui étranglent chaque jour nos PME et les ménages. Nous, à la France Insoumise, nous proposons de partager les richesses. Cela passe par donner des nouveaux droits aux salariés et à leurs représentants. Nous proposons, par exemple, au comité d'entreprise un droit de veto suspensif sur les plans de licenciement pour permettre de proposer d'autres alternatives au chômage. Nous souhaitons reconnaître un droit de préemption pour former une coopérative en cas de vente ou de fermeture d'entreprise. Bien sûr, nous vous souhaitons abroger la loi El Khomri pour rétablir la hiérarchie des normes et le principe de faveur. Nous ferons du Code du travail le socle protecteur pour l'ensemble des salariés. Nous proposons également un salaire maximum de 1 à 20 pour interdire les retraites chapeaux, les stock options et tout autre avantage. Et on va en rester là. On va laisser la parole à Vincent You, donc d'Hiver Droite, sur cette libéralisation de l'économie, sur les réformes sociales qui commencent dès maintenant. La libéralisation de l'économie, pour moi, n'est pas un objectif politique. Ça peut être un levier. Qu'on simplifie le droit du travail, j'y suis favorable. Il faut regarder où est-ce qu'on veut aller. Moi, je ne souhaite pas qu'on aille dans la course internationale de manière de plus en plus constante et généralisée. Je ne souhaite pas que l'on signe les nouveaux accords de libre-échange, le CETA et le TAFTA. Je ne souhaite pas que l'on maintienne la directive travailleurs détachés qui nous tire vers le bas. Aujourd'hui, le cœur de notre problème, c'est justement cette concurrence internationale qui est déloyale. Le cœur de notre problématique, c'est que nous n'arrivons plus à porter nos valeurs. Nous avons l'impression que la démission politique s'impose et que le seul horizon, c'est celui de descendre vers le bas. Donc je crois qu'il y a une nécessité de reprendre une voie politique forte au niveau international, de modifier les règles européennes et de faire en sorte qu'on puisse soutenir le travail de nos ouvriers dans nos PME, on puisse soutenir notre tissu de PME, on puisse soutenir l'emploi local et qu'on cesse d'être dans un cadre dérégulé. Ce n'est pas le seul objectif de la vie politique. Élise Vouvet pour les Républicains, l'UDI, donc sur cette dimension de la libéralisation de l'économie, sur ces réformes sociales qui sont en pleine réflexion. Bon, ça fait des années qu'on dit qu'il faut flexibiliser le droit du travail. Il faut le savoir que depuis les années 80, le Code du travail a pris 1 kilo. C'est un frein considérable au développement économique, à l'emploi. C'est d'ailleurs moi la raison pour laquelle je suis favorable à un système
à l'anglo-saxonne, qui consiste à dire une loi votée, une loi supprimée. Puis cette réforme propose aussi de sécuriser le parcours professionnel des salariés pour faire face aux transformations du monde du travail. Donc pour moi, c'est une réforme qui va dans le bon sens, mais c'est pas un aboutissement. Je pense qu'il faut aussi baisser les charges qui pèsent sur le travail et ne pas faire supporter le poids de cette réforme par les plus précaires, en l'occurrence les retraités, par l'augmentation notamment de la CSG. Et là, moi, je voudrais dire que j'ai conscience que la revalorisation des petites retraites en France fait partie des premières urgences sociales. Guillaume Serrano, pour l'Union populaire républicaine, la libéralisation de l'économie et les réformes sociales, comment vous voyez effectivement votre rôle aussi et votre façon d'aborder ces réalités si vous êtes élu député ? Écoutez, la politique sociale qui a été menée par nos dirigeants successifs et qui sera poursuivie par le gouvernement de M. Macron tend vers une destruction de notre modèle social par une tentative de libéralisation du travail, sous l'influence, bien sûr, il ne faut pas l'oublier, de l'Union européenne. Et selon les libéraux, donc, la réglementation protectrice du salarié serait un frein à l'embauche et entraverait le marché de l'emploi. Moi, je considère qu'il faut combattre cette idée dès lors qu'une libéralisation à outrance du marché conduit à une précarisation des salariés. Donc moi, ce que je propose, c'est de lutter justement contre cette ubérisation de la société. Pour cela, il faut déjà dans un premier temps abroger les lois Macron et El Khomri. Il faut garantir le statut des professions réglementées qui va être totalement défait sous l'influence de Bruxelles. Il faut renforcer les moyens de l'inspection du travail pour lutter contre le travail au noir et les abus des employeurs. Et puis également, effectivement, ce qu'il faut faire, c'est aussi abroger ces directives européennes sur les travailleurs détachés, bien sûr. Nous passons maintenant à la dimension donc plus locale dans ce plateau, avec la question de la relation entre les citoyens et les élus, et notamment les députés. Quel peut être le rôle, Martine Boutin, donc pour la France Insoumise, d'un député? Quelle est sa relation aussi, selon vous, avec les autres élus du territoire? Écoutez, je crois que travailler avec les autres élus, je crois que ce n'est pas la priorité. Nous, à la France Insoumise, on pense que d'abord, il faut travailler en lien avec les populations et toutes les organisations qui les représentent sur le terrain. Je crois qu'il est utile de changer nos institutions. Je crois qu'il est très urgent de passer en 6e République et de permettre au peuple français de se refonder, de se reconnaître des nouveaux droits. Je crois que le moment est venu de faire confiance à nos citoyens, de leur donner la possibilité notamment de révoquer un élu, d'instaurer un référendum d'initiative populaire. Si je suis élu, je porterai la parole des citoyens au sein du Parlement. Voilà ce que je voulais dire sur le sujet. Vincent You, d'Hiver Droite, donc sur cette question, sur ce lien avec les citoyens, sur cette place, le rôle du député entre ce travail au niveau national et puis cette présence sur le terrain, ce lien avec les autres élus. Alors avec les autres élus, je crois qu'il faut vraiment sortir complètement des logiques droite-gauche. Sur ce point, l'expérience que j'ai à l'agglomération nous montre que les problématiques qu'affrontent nos communes sont les mêmes, et globalement, des élus de bon sens qui aient une sensibilité de tel ou tel côté est absolument secondaire. Et donc il est très important que le parlementaire puisse travailler avec l'ensemble des communes de la circonscription. Pour le lien avec les habitants, les électeurs, je crois qu'il faut innover. Pendant cette campagne, j'ai fait le tour avec une petite camionnette appelée la U-Mobile, et j'ai vu qu'il y avait une attente excessivement importante d'avoir des élus qui viennent au contact direct, des échanges personnalisés. Et donc moi, comme député, écoutez, je ressortirai ma U-Mobile chaque année pour faire le tour de l'ensemble des communes, non pas simplement pour faire le bilan de ce qui est derrière nous, mais pour aussi entendre les amendements, la façon d'enrichir le travail législatif sur les projets qui se préparent.
Élise Vouvet, pour les Républicains, l'UDI, ce rôle, ce positionnement, on va dire, du député, comment il s'articule avec les autres élus, avec aussi donc, ce lien de proximité qu'il peut avoir avec les citoyens? Bon, moi je pense qu'il faut être constructif pour son pays d'abord, hein, c'est le rôle d'un député, puis pour son territoire, en sortant en effet du jeu des oppositions systématiques. Je pense qu'il y a le temps de l'élection, puis il y a le temps du territoire, hein, du pays, tout en restant, cela dit, droit dans ses bottes, sur ses valeurs, les engagements qu'on a pris durant une campagne, car c'est un peu ce que l'on paie en ce moment, en fait, hein. Les réformes peau de chagrin, puis les renoncements, qui sont d'ailleurs souvent liés au désir d'être réélu. Et puis ne pas soustraire à l'effort collectif en s'autorisant à vivre avec des avantages au moment où on demande tant de sacrifices aussi aux Français. Et puis d'une manière générale, je pense qu'il faut avoir le souci de rendre des comptes et d'évaluer régulièrement son action en allant au contact de ses concitoyens, de ses électeurs. Guillaume Serrano, pour l'Union populaire républicaine, ce lien avec les citoyens, avec en l'occurrence ici les habitants de la première circonscription de Charente, ce rôle aussi, cette position du député en lien avec les autres élus? Et oui, effectivement, le rôle d'un député, essentiellement, c'est de contrôler le gouvernement et de voter donc des lois au niveau national, hein, qui amélioreront la vie de nos concitoyens. Et au niveau de la représentation, oui, il faut effectivement se rapprocher donc, de la population. Donc, il faut effectivement aller à la rencontre. Le but, c'est vraiment l'objectif d'un député, c'est vraiment de remonter les problématiques du terrain au niveau national. Mais bon, vous savez, les problématiques en Charente, elles sont aussi... c'est un petit peu celles qu'on peut retrouver dans différents territoires de la France. Et c'est vrai que si on veut un petit peu rapprocher les Français de leurs élus, il faut effectivement que les élus soient vraiment exemplaires, parce que l'exemple doit venir d'en haut. Et effectivement, c'est vrai que les affaires qui ont pu scandaliser les Français ces derniers mois, que ce soit Cahuzac, Fillon ou maintenant l'affaire Ferrand, il faut mettre un terme à ça, donc il faut vraiment des élus qui soient honnêtes et qui représentent vraiment les citoyens. Alors, le lien, il se fait assez logiquement, assez naturellement avec la dernière partie de ce plateau. Donc la question finalement du développement économique, des infrastructures, de l'emploi, en l'occurrence sur ce territoire, la première circonscription de Charente. Pour vous, Martine Boutin, pour la France Insoumise, quelle réalité, quelle vision, quel regard, quel avenir pour ce territoire en particulier, selon vous ? Oui, je crois que sur notre territoire, les difficultés en termes d'emploi, de chômage sont très importantes. Nous, à la France Insoumise, nous proposons d'investir 100 milliards supplémentaires dans l'économie pour développer des productions écologiques et socialement utiles. Ça permettra bien sûr de faire reculer durablement le chômage et la pauvreté, mais également de revoir aussi nos services publics. Nous observons dans cette dernière période qu'ils sont très fortement attaqués, que la politique qui s'est menée ces 30 dernières années n'a pas permis leur développement. Bien au contraire, on a vu le service public régresser de façon très importante. Nous savons aussi que le nouveau gouvernement veut supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. Nous, à la France Insoumise, nous considérons que le service public doit cesser d'être un coût et doit devenir un investissement qui permettra aux populations de pouvoir... qui permettra de servir les populations. En Charente, comme sur l'ensemble du territoire, il y a un problème de médecine... de médecine, je veux penser notamment au problème de pesticides. Et on va devoir en rester là, puisque le temps est écoulé, entre guillemets, sur ce temps de parole, sur cette question, effectivement, du territoire de la première circonscription de Charente. Tout à l'heure, Vincent You, donc d'Hiver Droite, vous évoquiez aussi votre place en tant qu'élu local, déjà, bien sûr, actuellement. Quel regard, quelle priorité, quelles urgences pour cette première circonscription de Charente ? Écoutez, il y a une vraie alerte. Il y a une vraie alerte, c'est que quand on regarde la particularité de notre circonscription, on oublie qu'il y a un très grand nombre de familles qui vivent du budget de l'armée. Il y a des militaires, il y a un régiment, il y a aussi des industries qui vivent de la commande publique des CNS et derrière Saft, Leroy Sommer, Schneider, qui sont liés à la commande publique militaire. Je suis extrêmement surpris de voir que Bercy, cette semaine, a annoncé une baisse du budget de nos armées extrêmement sensible, 2,6 milliards, c'est 7% de baisse. Je crois que dans le monde que nous vivons actuellement, ça serait un choix politique dramatique
Et je crois que pour notre circonscription, c'est un nouveau mépris par rapport à des familles de militaires qui sont fragiles, qu'on n'écoute jamais parce qu'elles ne sont pas syndiquées. Et c'est une fragilité que je ne peux pas accepter. Donc l'ADN de notre territoire, ce sont nos industries. Nos industries dépendent assez largement de la commande publique militaire. Et je crois qu'il y a un vrai objectif de faire en sorte que ce projet gouvernemental soit rapidement enterré, sans quoi il y aura des grandes fragilisations sur nos emplois d'ouvriers et dans nos familles de militaires. Élise Vouvet, pour les Républicains, l'UDI, sur les priorités, sur la situation actuelle aussi de cette première circonscription de Charente. Bien, moi, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'Angoulême et son territoire deviennent un territoire dortoir qui regarderait Bordeaux et la grande métropole aligner tous les succès économiques. Moi, je pense que l'arrivée de la LGV peut être une opportunité pour notre territoire, attirer des primo-accédants bordelais ou de la résidence secondaire pour des Parisiens, si et seulement si nous développons une économie de proximité à même d'offrir à celles et ceux qui ont envie de Charente ce qu'ils attendent, c'est-à-dire de la qualité de vie. Cela suppose de protéger le commerce de proximité et moi je propose la création de zones franches dans nos centres-villes, nos centres-bourgs pour redynamiser l'offre commerciale, c'est-à-dire d'accepter l'idée d'offrir un cadre avantageux à nos artisans, à nos commerçants, à nos indépendants pendant 5 ans avec des exonérations de charges fiscales, de charges patronales et de cotisations personnelles. Puis je propose également de miser plus encore sur le secteur image, qui est notre signature territoriale, notre ADN, en allant chercher un pôle de compétitivité du secteur image-animation, ce qui doit nous permettre de financer la recherche, de mettre cette recherche au service de nos entreprises pour qu'elles se développent, qu'elles créent de l'emploi et d'attirer de nouvelles entreprises, évidemment de développer des formations sur les territoires. Évidemment, le développement du territoire, ça passe aussi par des mesures nationales telles que la baisse des charges qui pèsent sur le travail pour libérer l'emploi et aussi la baisse de la fiscalité pour libérer le pouvoir d'achat. Et puis vous parliez de médecine tout à l'heure, c'est également l'ouverture du numerus clausus pour lutter contre la désertification médicale qui nous touche. Voilà tout un tas de mesures qui doivent favoriser l'attractivité de notre territoire. Guillaume Serrano, pour l'Union populaire républicaine, sur ce qui vous inquiète ou sur ce qui, justement, peut être source d'avenir positif aussi pour ce territoire de la première circonscription de Charente. Seule la sortie de l'Union européenne permettra d'améliorer la situation de l'emploi en Charente. Déjà, dans un premier temps, la suppression de la directive des travailleurs détachés, car aujourd'hui, il n'y a plus un seul Français qui travaille sur les chantiers. La dépréciation du nouveau franc de 10% qui donnera un gain de compétitivité important à nos entreprises exportatrices comme Leroy Sommer, Saft ou Schneider. D'ailleurs, la représentante du MEDEF en Charente, il y a 2 ans, s'était réjouie de la baisse de 20% de l'euro. La fin d'application des normes européennes, qui pour nos entreprises, c'est un coût qui est quand même estimé à 30 milliards d'euros. Permettre aux collectivités locales de réserver les marchés publics aux entreprises locales, donc fini de se faire taper sur les doigts par Bruxelles. Et puis aussi, parce qu'en dehors de la sortie de l'Union européenne, il faut également réorienter les capitaux, l'épargne et la formation vers les filières d'avenir. Je pense à l'énergie, le numérique. Et puis généralement, il faut accompagner la mutation technologique des secteurs de l'économie charentaise, notamment dans l'industrie. Merci à tous les 4. Martine Boutin donc pour la France Insoumise, Vincent You d'Hiver Droite, Élise Vouvet pour les Républicains, l'UDI, et puis Guillaume Serrano pour l'Union populaire républicaine. Cette émission consacrée aux élections législatives et à la parole des candidats de la première circonscription de Charente, elle se poursuit dans un instant et elle va se conclure avec une minute laissée à chacune des femmes et chacun des hommes présents, candidats donc dans cette circonscription, pour s'exprimer comme elle ou il le souhaitent. RCF Charente fête ses 25 ans le samedi 24 juin à la Maison diocésaine, rue de Bordeaux à Angoulême, et invite tous ses amis et auditeurs. Au programme, 17h, messe avec Monseigneur Gosselin, 18h30, conférence de M. Loïc Hervouette, ancien directeur de la Charente Libre et ancien directeur de l'École supérieure de journalistes de Lille, à 20h, buffet campagnard, 20 € de participation sur inscription, suivi d'une soirée musicale. À cette occasion, présentation et vente du livre sur l'histoire des radios locales en Charente. Bienvenue à tous. RCF Charente donne la parole à tous les candidats aux législatives. Mardi, mercredi et jeudi, de 11h à 12h30, nous les interrogerons sur la moralisation de la vie politique, la libéralisation de l'économie et les réformes sociales, le rôle des députés ou encore le développement économique. Ces débats ont lieu en direct et en public. Mardi, salle du Moulin à Confolens pour la 3e circonscription. Mercredi, salle de la Salamandre à Cognac pour la 2e. Et le jeudi, salle des fêtes de Soyaux pour la 1re circonscription.
Ces débats pour les législatives ont lieu en direct de 11h à 12h30 sur RCF Charente et seront rediffusés en soirée à partir de 18h15. Le premier tour des élections législatives en direct des circonscriptions. Et c'est maintenant la toute dernière partie de cette émission spéciale consacrée aux élections législatives. Plus particulièrement aujourd'hui, la parole est donnée aux candidats de la première circonscription de Charente. Ils vont tous maintenant s'exprimer, donc ceux qui sont là, 11 sur les 15 candidats de cette première circonscription de Charente, tous s'exprimer pendant 1 minute sur ce qu'ils souhaitent. C'est vraiment une parole libre. Et on commence avec Olivier Nicolas pour Lutte ouvrière. Alors oui, Lutte ouvrière présente des candidates et des candidats dans toutes les circonscriptions pour affirmer que les travailleurs existent, qu'ils ont des droits et qu'ils doivent les faire respecter et qu'ils doivent notamment s'opposer aux reculs sociaux qu'on nous annonce. C'est-à-dire que tous ceux qui se sont en fait retrouvés en accord avec le programme porté par Nathalie Arthaud à l'élection présidentielle ont la possibilité de l'exprimer à nouveau en votant pour les candidats de Lutte ouvrière. Et je voudrais justement profiter un peu du temps de parole que je peux avoir à l'occasion de ces élections pour m'adresser notamment aux plus jeunes et les appeler à rejeter non seulement le nationalisme et la xénophobie et toutes les idées réactionnaires défendues en particulier par le Front National, mais pas seulement, mais aussi à rejeter l'individualisme, le carriérisme, la loi du profit, toutes ces valeurs qui sont personnalisées par Macron. Et je les appelle à renouer avec le combat pour changer la société, pour construire une société où les richesses ne seraient pas produites pour enrichir une minorité de capitalistes, mais pour répondre aux besoins de toute la population, une société communiste. Voter Hello, c'est aussi affirmer cette perspective, celle d'une révolution sociale. C'était donc à l'instant Olivier Nicolas pour Lutte ouvrière. Et la parole maintenant est donnée à Thomas Mesnier pour La République en marche. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, aujourd'hui, je vis mon premier engagement politique. Il est sincère, et comme mon engagement professionnel à l'hôpital, il est pour les autres. Je n'ai pas la prétention de connaître tous les dossiers, tous les sujets, mais j'ai une bonne connaissance de notre bassin de vie, du terrain. Je suis déterminé et j'ai une grande capacité de travail. La situation économique, sociale de la France est trop grave pour perdre 5 ans. Nous devons nous rassembler, quel que soit notre parcours de vie, nos origines et nos convictions, pour donner une majorité au président Macron. Je suis le seul candidat de La République En Marche, la majorité présidentielle dans la circonscription, le seul à avoir reçu le soutien d'un membre du gouvernement, le seul à avoir reçu un appel du cabinet de la présidence de la République cette semaine pour échanger sur la première circonscription. Avec moi, vous aurez un député du terrain qui travaille et qui a déjà l'écoute du président de la République. Ne manquons pas cette occasion et ensemble, mettons la Charente en marche. C'était donc Thomas Mesnier pour La République En Marche. Et c'est maintenant Djilali Merioua, sans étiquette, qui va pouvoir profiter de cette minute d'expression libre. Merci. Donc moi, je voulais d'abord vous remercier parce que l'attente a été certes importante, mais je suis content sur ce projet qui a fini par aboutir. La Force citoyenne, c'était au départ 2 personnes, Marilyn Vinet et Djilali Merioua, et puis on a su rassembler tout autour de nous et on est content en fin de compte de ce qu'on a pu faire. C'était l'attente des citoyens d'avoir du renouveau dans la politique, des gens qui s'engagent à l'échelle déjà de ce que j'ai fait avant. Donc avec Marilyn Vinet, qui sera aussi mon relais sur le territoire si je suis élu député, c'est avec cette personne que vous aurez un interlocuteur sur le terrain régulièrement lors de mes absences. Je veux travailler surtout à reconstruire la France, reconstruire cette vraie mixité, cette France qu'on aime partager et faire en sorte qu'en Charente, vous puissiez avoir un vrai élu qui vous représente. Vous venez donc d'entendre Djilali Merioua, sans étiquette. On passe au 4e candidat qui peut s'exprimer sur 5 minutes comme il le souhaite, avec Olivier Gallet pour l'Union des Patriotes. Merci Erika. Je voulais engager donc tous les Angoumoisines, les Angoumoisins et les habitantes et habitants des communes de la périphérie, 28 communes, à voter pour un patriote soutenu par 4 mouvements, le comité Jeanne de Jean-Marie Le Pen, président d'honneur du Front National, Civitas, qui est le bras politique des chrétiens et principalement des catholiques, et puis 2 mouvements qui regroupent de nombreux patriotes, c'est la Parti de la France et puis le Front Libéré. Pourquoi soutenir
soutenir, pourquoi voter pour un patriote? Parce qu'il y a le feu. Il y a le feu, il y a le feu dans la maison. La maison, c'est 22 communes et il y a le feu dans la maison qui s'appelle Soyaux, enfin dans la partie de la maison qui s'appelle Soyaux. Nous sommes trouvés, mes équipes d'affichage et moi-même, au milieu de ces bandes ethniques qui terrorisaient les habitants, les commerçants, pendant que nous tentions de coller sur les panneaux officiels. C'est quelque chose d'inadmissible. Quand il y en a 50, ça peut être régulé par 100 flics. Quand il y en aura 100 ou 150, ça sera impossible. Nous ne serons plus chez nous. Alors, l'immigration, comme vous voulez, assez. L'immigration, ça suffit. L'immigration halte, l'immigration stop. La France est la fille aînée de l'Église. Elle doit accueillir tout le monde, mais là, on n'en peut plus. Merci. Alors, c'était donc à l'instant Olivier Gallet pour l'Union des Patriotes. Martine Pinville, maintenant pour le Parti Socialiste. Bonjour, j'ai été élue pour la première fois en 2007, pour la deuxième fois en 2012, et je souhaite... J'ai été élue pour la première fois en 2007, pour la deuxième fois en 2012. J'ai participé au gouvernement. Et fort de cette expérience, de cette richesse, de tout ce que j'ai pu vivre, de cette connaissance des rouages ministériels à l'Assemblée nationale, eh bien, en fait, j'ai envie de continuer. J'ai envie de continuer pour vous représenter, pour que ce quinquennat réussisse, pour que l'on puisse travailler de manière dynamique. Et voilà comment je me présente devant vous pour la réussite de ce quinquennat avec la majorité présidentielle. À l'instant, donc, c'était Martine Pinville pour le Parti Socialiste. Et c'est maintenant Dominique de Lorgerie, l'indépendant de tout parti, qui peut s'exprimer sur 7 minutes, enfin sur 1 minute. Merci, chers auditeurs. Un vent nouveau, vous le voyez, souffle aujourd'hui en politique. Et nous devons saisir cette chance pour moraliser, bien sûr, la vie publique, désigner des élus intègres et réellement indépendants des partis politiques, toujours trop avides à prioriser leurs propres intérêts. L'enjeu, c'est l'épanouissement des hommes et des femmes qui font vivre le territoire, et en particulier grâce au développement d'une nouvelle économie participative auquel je contribuerai avec force. Alors bien sûr, la Charente, par sa situation géographique, la douceur du Sud-Ouest, son patrimoine culturel, son excellence agricole, viticole, son réseau industriel, son expertise reconnue dans le monde de l'image numérique, la France et la Charente, au travers de la Charente, a des atouts exceptionnels à faire valoir au moment où la ligne à grande vitesse va la rapprocher des principales capitales européennes. Alors je m'engage à soutenir nos territoires et une France responsable au plan économique de sa sécurité et dans le respect de la nature. C'est à vous de décider à présent, en conscience, de celle et de celui qui sera le mieux vous représenter. Et moi, militaire au service de mon pays, de sa sécurité, de sa défense depuis 33 ans, et le département est riche dans ce terme de défense, père de famille, homme de conviction, je m'engage à porter votre voix avec dévouement, indépendance, force et détermination. C'était donc Dominique de Lorgerie, l'indépendant de tout parti. Et nous poursuivons avec 7 minutes d'expression libre avec Geoffrey Gouret pour le Front National. Auditeurs, auditrices, mes chers amis, je ne suis pas un politicien. Je ne suis qu'un homme de 26 ans, logisticien de profession, qui a grandi, étudié et travaillé parmi vous. La désertification de nos services publics, la morosité de notre jeunesse, la précarité de nos aînés, la disparition de nos emplois et l'inaction de nos élus, comme vous, je la subis de plein fouet. Mais il est temps de construire ensemble la France de demain. Je crois en la France qui se lève tôt, récompensons-la. J'espère une France qui entreprend, soutenons-la. Je m'adresse au peuple français, riche de sa diversité et fier de ses valeurs. Cette impétueuse nation qui ne cède devant rien ni personne. Le 11 juin, dites non. Non à la mort programmée de nos villages. Non à la précarisation de nos emplois. Non à l'insécurité galopante. Non à Macron. À l'Assemblée, vos députés Front National seront la seule opposition au gouvernement d'Édouard Philippe. Élisez-moi, je serai le garant de vos intérêts. Soyons fiers d'être Français pour que vive la France. C'était donc Geoffrey Gouret pour le Front National. Place à Martine Boutin pour la France Insoumise. Oui, à vous qui m'écoutez, les problèmes que nous rencontrons sur cette circonscription ne sont pas dus à la fatalité. Ils sont le résultat de choix politiques faits depuis 30 ans.
M. Macron nous propose plus de libéralisme, notamment en s'attaquant à la protection des salariés, c'est-à-dire plus de chômage et de pauvreté. Nous, à la France insoumise, avec notre programme L'Avenir en commun, nous proposons de répondre à plusieurs urgences. La première, l'urgence démocratique. Il est urgent de passer en 6e République. L'urgence sociale, en partageant les richesses pour augmenter les salaires, les pensions de retraite, les minima sociaux, pour que plus personne ne vive en dessous du seuil de pauvreté. Nous devons faire également face à une urgence écologique. Nous proposons de passer à 100% d'énergie renouvelable d'ici à 2050, de changer nos modes de production pour aller vers des productions écologistes, socialement utiles. C'était donc Martine Boutin pour la France Insoumise. Vincent You maintenant, d'Hiver Droite. Bonjour à tous. Nous vivons un moment politique passionnant. Les favoris ont été renvoyés chez eux, les grands partis sont à plat. On voit bien aujourd'hui que nous sommes devant une page blanche. Cette page blanche, nous ne devons pas l'accompagner d'un chèque en blanc. Il ne s'agit pas de tout laisser, tous les pouvoirs, à un gouvernement dont on ne connaît pas encore les vrais choix politiques et la vraie ligne économique. Pour moi, la ligne de fond des choix qui sont devant nous, elle dépasse largement les vieux conflits entre droite et gauche. Elle est celle du rapport que nous voulons avoir à la mondialisation. Souhaitons-nous poursuivre une ligne économique et politique qui profite surtout aux grandes métropoles, aux très grands groupes, ou souhaitons-nous avoir une mondialisation rééquilibrée qui vienne protéger nos territoires, faire vivre nos villes moyennes et nos territoires ruraux, protéger nos PME, protéger nos artisans et nos petits commerçants. Je crois que nous devons avoir un choix résolu pour faire en sorte que votre député soit un élu qui puisse travailler avec l'ensemble de vos communes sur cette ligne politique. C'était donc Vincent You d'Hiver Droite. La parole et 7 minutes est donnée maintenant à Élise Vouvet pour les Républicains l'UDI. Ma candidature, c'est d'abord le renouvellement que j'incarne en tout point. J'ai 38 ans, je suis mère de famille et je travaille. Mais ma candidature, c'est aussi l'expérience. Cette expérience, c'est 5 ans d'études de droit, un parcours professionnel qui trouve un écho immédiat dans cette élection et 3 ans de mandat municipal à Angoulême en tant qu'adjointe au maire. Ne nous trompons pas, nous allons élire celui ou celle qui vous représentera à l'Assemblée nationale, celui ou celle qui votera les lois de la France. Et vouloir devenir député, ce n'est pas anodin, ce n'est pas juste une question de circonstances ou d'alignement des planètes, c'est plus profond que ça. C'est travailler, se préparer, apprendre à connaître son territoire, à porter ses dossiers et rencontrer ses habitants pour s'autoriser à être prêt à vous représenter. Depuis 11 ans, je travaille pour cela. Depuis des mois, je vous rencontre pour cela et pour cerner au mieux les enjeux qui sont les vôtres. C'est pour cela que je suis candidate et c'est avec cette conscience, cette constance et ce sérieux que je vous représenterai. Alors, les 11 et 18 juin prochains, si vous voulez faire le choix du renouvellement et de l'expérience, élisez-moi. C'était donc à l'instant Élise Vouvet pour les Républicains l'UDI. Et enfin, pour terminer, donc cette expression libre, 7 minutes données aux candidats aux législatives dans cette première circonscription de Charente, Guillaume Serrano pour l'Union populaire républicaine. Le 7 mai dernier, les Français ont pensé voter utile. En vérité, ils ont choisi 5 ans d'échec de plus, car les mêmes causes produisent les mêmes effets. La mondialisation ultralibérale et le libre-échange, impulsés par son bras armé l'Union européenne, amènent partout la misère et le chaos. Face à cette mondialisation ultralibérale dans laquelle l'homme n'est réduit qu'à une variable d'ajustement du marché et qui détruit les nations, je vous propose de construire une autre voie. Je propose aux Français de se rassembler pour récupérer notre souveraineté qui a été volée par une oligarchie. Car nous ne pourrons pas protéger les Français, assurer la justice sociale entre les Français, améliorer leurs conditions de vie, si nous ne redevenons pas une nation libre et souveraine. Dimanche prochain, votez pour une France libre qui vous protège. C'était donc Guillaume Serrano à l'instant pour l'Union populaire républicaine qui clôt donc ce tour d'horizon et cette expression libre qui était donnée pour cette fin d'émission spéciale consacrée aux législatives et aux candidats dans la première circonscription de Charente. 11 étaient présents dans cette émission, 11 sur les 15 qui se présentent donc dans cette première circonscription de Charente. Je vous rappelle que le premier tour des élections, c'est donc dimanche, que cette émission spéciale, elle est rediffusée
diffusée ce soir à partir de 18h15. Merci aussi donc à tous les candidats présents qui ont fait le déplacement aujourd'hui, à ceux qui étaient présents hier à Cognac et avant-hier mardi à Confolens, donc pour les 2 autres circonscriptions de Charente. Et puis vous pouvez retrouver ces différentes émissions, ces différents débats, donc ces 3 émissions, ces 3 débats que nous avons donc menés dans les différentes circonscriptions de Charente. Vous pouvez les retrouver sur notre site internet rcf.fr en audio et également en images. Merci à vous et donc n'oubliez pas les élections législatives, c'est dimanche prochain le premier tour.